Aux portes de Paris, une immense forêt qui surprend par la diversité de ses paysages et par son relief accidenté. Les amoureux de la nature, des randonnées, du vélo et de l'escalade aiment s'y aventurer. Mais Fontainebleau, c'est aussi son splendide château, au lieu de l'histoire de France. En effet, celui-ci a été l'une des demeures des souverains depuis François Ier jusqu'à Napoléon III. Et pour les amoureux de la bonne cuisine, le marché de Saint-Louis est un vrai paradis de la qualité. Il nous invite à découvrir une diversité de produits, comme des épices rares, des fruits et légumes exotiques et de très bons produits de saison. Et c'est avec Frédéric Cassel, chef pâtissier, que nous avons rendez-vous aujourd'hui pour notre visite gastronomique. Eh ben, là, on se trouve devant le marché de Fontainebleau, donc un marché très connu à Fontainebleau. Fontainebleau se trouve à 1 heure de Paris en voiture, se trouve à 45 minutes en train de la gare de Lyon, donc très très pratique à trouver pour les gens qui veulent visiter. Et Fontainebleau, c'est très connu pourquoi pour son château déjà, parce que c'est le château des rois, le château des chasses des rois, où on a eu beaucoup de rois, on a eu François Ier entre autres, et le plus connu, Napoléon. Moi je m'approvisionne beaucoup sur le marché, c'est quelque chose, j'ai besoin de savoir d'où viennent mes produits, donc ça c'est quelque chose d'important et les gens me voient tous les matins sur le marché venir chercher mes produits. Frédéric aime faire découvrir sa cuisine à travers les produits régionaux de qualité. Il nous emmène alors à la découverte de producteurs locaux. Donc voilà, donc là on arrive avec une madame qui est producteur dans le Loiret. Le Loiret c'est vraiment limitrophe de Fontainebleau, 45. Et puis madame fait beaucoup de pommes, de poires, potirons, etc. Et puis moi ce qui m'intéresse dans ces produits-là, c'est que c'est des produits maison, agriculture biologique, pas de produits, donc c'est ça qui est toujours intéressant. Donc je voulais savoir, des pommes comme ça pour les tartes tatin, c'est intéressant? Ça c'est l'idéal. Oui. C'est l'idéal. C'est une pomme qui est très ferme, parfumée, qui ne se défait pas à la cuisson. Donc, voilà, c'est exactement ça qu'il nous faut. À mon avis, oui. Donc après les tartes tatin, on peut aussi très bien travailler le coin. Ça c'est le coin, c'est des choses qu'on ne trouve plus du tout. Donc moi je suis intéressé aussi par ce genre de produit. Une pâte de fruits au coin, même un produit salé avec un canard par exemple, ça se marie très bien. Je pense toujours au canard à l'orange, mais un canard au coin c'est très très bon. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a vraiment un assortiment extraordinaire de pommes. On a les Canada, les Boskop, les Royal Gala. Il y a vraiment tout un assortiment de pommes. Et c'est très rare de trouver ça maintenant sur les marchés. Donc c'est ça qui est important. Et puis ils font un jus de pommes extraordinaire. Ça c'est bon pour la santé en plus, donc il faut en profiter. Donc la petite astuce avant de partir, les gens me disent toujours qu'ils n'ont jamais le temps de faire des compotes. Les compotes, c'est pas compliqué maintenant, on a les micro-ondes, donc il faut s'en servir. Vous coupez vos pommes ou vos poires ou vos coins, vous mettez ça dans un plat très serré et vous filmez. Et vous mettez ça pendant un quart d'heure au micro-ondes, à peu près au milieu, et vous laissez cuire tout simplement. Et ça va cuire à la vapeur. Donc là, il n'y aura pas besoin de sucre, il n'y aura rien, et on aura des super compotes à manger le matin. Une bonne astuce pour se confectionner un dessert succulent et rapide. Plus aucune excuse alors à avoir pour ne pas le faire. Pour notre première recette, le chef cuisinier François Letouche nous accueille dans son restaurant Le Caveau des Lys pour nous présenter sa recette du suprême de pintade aux champignons de Paris et crème de potimarron. Dans cette recette, il va utiliser la vitelotte noire, qui est une variété de pommes de terre française qui a la particularité d'avoir une peau et une chair violette. C'est une variété ancienne qui est cultivée aujourd'hui par quelques exploitants. Commencez par lever les suprêmes de pintade. Épluchez la carotte jaune, puis la passer à la mandoline afin d'obtenir de fines rondelles. Épluchez ensuite la carotte fan et la coupez en deux. Épluchez la pomme de terre vitelotte, puis la passer à la mandoline pour en faire de fines lamelles. Découpez ensuite le potimarron et l'épluchez à l'aide d'un couteau. Le découpez en morceaux. Ciselez l'échalote et la hachez. Découpez les champignons. Puis, dans une casserole d'eau, plongez les morceaux de potimarron et laissez cuire. Dans une autre casserole, mettre l'échalote hachée et faire suer. Y déposer ensuite les champignons et mélanger.
Ajoutez ensuite du jus de volier et continuez de mélanger. Passez ensuite cette préparation au mixeur. Lorsque le potimarron est cuit, le sortir de l'eau en l'égouttant bien avant de le mettre dans un récipient. Rajoutez de la crème liquide et mixez le tout afin d'obtenir un velouté. Dans une casserole d'eau, ajoutez du gros sel et quelques branches de romarin. Y déposez les pommes de terre et laissez cuire. Prendre des feuilles d'un chou rouge et y découper des rectangles. Les blanchir ensuite dans de l'eau chaude, les égoutter et les plonger dans de l'eau froide. Prendre les blancs et les entailler afin d'y déposer la préparation aux champignons. Refermez ensuite et déposez le blanc farci sur une feuille de chou et emballez le tout avec du film alimentaire. Faire un petit ballotin bien serré afin que l'eau ne pénètre pas lors de la cuisson. Les déposer dans la casserole avec les pommes de terre et laisser cuire en recouvrant d'un couvercle. Cuire dans de l'eau les haricots plats que l'on dépose après cuisson dans de l'eau froide. Et réserver le même traitement aux carottes jaunes, aux champignons et aux carottes oranges. Mettre dans de l'huile de friture les pommes de terre vitelottes et laisser les cuire avant de les réserver. Dans une poêle, faire revenir tous les légumes dans un peu de beurre. Dressez votre assiette en déposant tout d'abord une cuillerée de velouté de potimarron que l'on étalera avec une cuillère afin d'obtenir un dessin. Déposez ensuite le rouleau de viande farcie que l'on aura pris soin de découper en deux et finir par les légumes et un petit pot de velouté. Il n'y a plus qu'à déguster. À partir du 19e siècle, Fontainebleau est devenu un lieu de villégiature. La beauté du château, la pittoresque forêt attirent beaucoup de touristes. Quelques hôtels prestigieux, comme l'Aigle Noir, accueillent les voyageurs. Édifié au XVe siècle, cet ancien hôtel particulier a accueilli Jacques Prévert. C'est là qu'il y a écrit le scénario du film « Le jour se lève ». Retour au marché Saint-Louis, qui est l'un des plus beaux et des plus sympathiques de la région. Nombreux commerçants et producteurs de qualité vous y retrouvent 3 fois par semaine. Alors là, on se retrouve chez le charcutier par excellence, puisque c'est encore quelqu'un qui fabrique tout lui-même. C'est quelqu'un d'Échauboulin, donc quelqu'un de la région du 77. Pour moi, c'est vraiment l'artisan depuis toujours. Il tue ses cochons, il fait son jambon, il fait ses andouillettes, tous ses rôtis de porc. Tout ça, moi, je vais me fournir là, parce que c'est vrai qu'au niveau viande, il y a une traçabilité qui est énorme. Donc là, dans les idées de recettes qu'on a données, tout à l'heure on a trouvé des pommes, mais là on peut très bien justement prendre un bon rôti de porc avec notre compoté de pommes qu'on a fait au micro-ondes. Et puis lardessa justement peut-être avec un filet mignon qui est fumé. Donc ça c'est extraordinaire comme produit. Je crois que c'est le seul à en faire sur le marché. Donc juste entre lardessa justement sur le rôti de porc, et puis c'est tout simple et c'est bon. Voilà. Petit détour maintenant chez l'un des commerçants fétiches de Frédéric. Donc là, on se retrouve chez le seul tripier du marché, la maison Forest. Ils sont là depuis 40 ans, peut-être 40 ans cette année. C'est les spécialistes de la triperie. Alors la triperie, c'est des choses des fois qui font un peu peur, mais ils ont de très bons rognons, ils ont surtout des riz de veau. Alors là, c'est la saison des riz de veau. Vous faites poêler des riz de veau juste au beurre avec des girolles, tous les produits et tous les champignons de saison. C'est extraordinaire. L'été, ils ont un étalage de brochettes extraordinaire aussi, puisque tout le monde vient faire la queue pour venir chercher des brochettes quand c'est la période de barbecue. Mais là, voilà, on va travailler surtout les riz de veau et puis le pâté de tête, des choses un petit peu spéciales. Et puis, ils sont vraiment spécialistes de ça. Surtout certains. Il est impossible de parler de spécialité de la Seine-et-Marne sans parler de son célèbre fromage. Donc ici, la maison de la région pour les fromages, la maison Loiseau. Ils sont affineurs depuis 1921, donc ils sont là depuis très longtemps. Et puis spécialistes surtout du brie, hein, on peut le dire.
Affineur de brie. Voilà, affineur de brie depuis plusieurs générations, donc c'est ça qui est important. Donc les 3 saveurs de la Seine-et-Marne, eh ben, c'est les bries qu'on a dans la région. Et je pense que madame est très bien placée pour en parler. Vous allez m'expliquer un petit peu les 3 sortes de brie? Oui. Alors, en Ile-de-France, dans toute l'Île-de-France, il n'y a que 2 AOP. C'est 2 fromages, le brie de Meaux et le brie de Melun. Donc le brie de Melun, c'est l'ancêtre de tous les bries. Donc il est beaucoup plus parfumé, il est plus acide, plus lactique. Tout simplement parce que pour faire un brie de Melun, on a le même lait que le brie de Meaux, mais là on va mettre le lait en présuré 18 à 24 heures, alors que là c'est 1h30 à 2 heures. Et ces 2 AOP-là sont au lait légèrement écrémé. Donc en fait, c'est pas des fromages très gras. Ça fait 21% de matière grasse à peu près. Donc on fait un 3e fromage en Seine-et-Marne, qui est un triple crème. Chez nous, c'est un genre Bria Savarin, mais au lait cru et affiné. Voilà. Donc c'est un fromage qui sent vraiment bien le goût du lait de vache, mais qui a pris aussi le goût de noisette en raison de son affinage. Donc là, vous avez vraiment les 3 saveurs de Seine-et-Marne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour notre 2e recette, nous retrouvons dans sa pâtisserie Frédéric Cassel, qui nous a concocté la tarte à la framboise. Dans cette recette, il utilise les coquelicots de Nemours. Fabriqués tout d'abord comme pastilles pour la toux, ces bonbons sont devenus aujourd'hui de véritables confiseries. Dans une casserole, versez le lait et le mettre à bouillir. Versez ensuite celui-ci sur le chocolat blanc et fouettez afin d'obtenir une crème liquide et homogène. Ajoutez ensuite la crème de framboise et bien remuez. Versez ensuite l'appareil dans les fonds de tarte. Et mettre au frais. Dans un récipient, mettre de la crème liquide avec du sucre glace. Et fouetter le tout pour monter en chantilly. Prendre ensuite les bonbons coquelicots à la framboise. Et les écraser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie. Dans une poche à douille, mettre la chantilly, déposer quelques brisures de bonbons sur les tartes, et mettre ensuite les framboises. En finissant par la chantilly. Décoré par quelques brisures de bonbons et une framboise. Une pâtisserie légère et raffinée qui satisfera nos papilles. Chaque région, chaque ville a sa spécialité culinaire. Celle de Fontainebleau est un dessert léger et raffiné qui va nous être présenté par Monsieur Claude Bottineau, crémier fromager. Nous le retrouvons dans sa boutique Les Terroirs de France, dans laquelle il va nous dévoiler le secret de sa fabrication. Voilà, je vous présente donc ce petit fromage que l'on appelle le Fontainebleau, qui porte le nom de la ville. Ce fromage, il a une petite légende qui dit que la fermière sur les rues pavées donc, de Fontainebleau, qui livrait le lait avec la charrette, avec les soubresauts, donc avec les vibrations que provoquaient donc, ces pavés sur les pots au lait, il y a une mousse qui remontait sur le dessus et elle a eu l'idée à l'époque de goûter cette mousse et de donner ce nom à ce fameux fromage. Donc maintenant, nous allons effectivement à un laboratoire pour vous montrer donc, comment j'élabore ce Fontainebleau.
Donc voilà nos deux ingrédients de base. Donc ce fameux caillé campagnard qui est là, qui vient d'une ferme de la Manche et que donc on a mis à égoutter dans cette gaze. Par-dessus va venir la crème de lait, qui est une crème donc qui est très très liquide. C'est une crème qui n'est pas maturée, ce qui fait qu'elle reste très très liquide. Donc on va mettre, j'ai pris mon petit pot, ma mousseline qui va me servir, donc qui m'a servi à égoutter le fromage et qui va me servir également à maintenir la crème que l'on va mettre sur dessus qui va être fouettée. Donc la partie fromage frais qui vient là. Cette machine va nous servir à brasser la partie crème. Par contre, ce qui est important, c'est pour que ça soit mousseux, il faut lui intégrer donc de l'air. Et c'est cet air donc, que la machine va venir nous injecter et qui va sortir donc à ce niveau-là. Alors voilà, et là on est sur quelque chose effectivement de très très léger. On va prendre une poche à douille, que l'on va remplir de cette crème fouettée. Voilà, et là on va monter notre Fontainebleau. Les légumes anciens reviennent au goût du jour. Plus qu'un effet de mode, le retour exprime aussi le besoin de manger plus équilibré et diversifié. Et c'est grâce à certains producteurs que nous devons ces renouveaux. Frédéric nous emmène chez l'un d'eux. Donc ici on se retrouve chez un très bon maraîcher aussi qui vient du Loiret, puisque c'est à côté. Et puis ils ont des produits vraiment qu'ils ont remis au goût du jour, comme le cerfeuil tubéreux, les vieux légumes. Donc voilà, ça c'est du cerfeuil tubéreux. Ça, vous avez repris ça il y a combien de temps? À peu près une dizaine d'années. Voilà. 3 producteurs. Donc ça va très bien avec notre rôti de porc qu'on avait tout à l'heure. Une petite purée de cerfeuil tubéreux comme ça, c'est extraordinaire, même avec des Saint-Jacques, même avec des poissons. Ça va avec tout, mais c'est des légumes qui sont oubliés. Donc il faut vraiment les remettre au goût du jour, et ben, bravo à ces gens-là surtout de faire ça. Parce que vous voyez, ben, ça c'est pas sous plastique, il y a de la terre, ça visse, et c'est ce qui est le plus important quand on recherche à faire de la qualité. Pour cette nouvelle et dernière recette, Monsieur Olivier nous accueille chez lui pour nous présenter sa spécialité, la terrine de sanglier. Donc on désosse grossièrement la viande. Il n'y a pas besoin d'être un chef du désossage. Donc 1,5 kg de viande. Donc dans le faitout, on met le demi-litre d'eau, le verre de vin blanc. Ajoutez ensuite les os de sanglier. Puis la viande. Et tournez le tout très souvent pendant la cuisson. Donc le saindoux, la graisse de canard. Ajoutez quelques cuillères de sel et de poivre. Puis fermez le faitout pour la cuisson. Lorsque la viande est cuite, la sortir en prenant soin de bien l'égoutter. Filtrez le jus et le réserver. Retirez les os et écrasez la viande à la main . Avant de la remettre dans le faitout avec le jus filtré. Mélangez l'ensemble et faire recuire.
Mettre ensuite la préparation dans des ramequins individuels et bien la tasser avec une fourchette. Mettre au froid pendant 12 heures avant de consommer. Une terrine que l'on déguste en entrée ou en apéritif, avec du pain et un bon vin. Un mets simple mais goûteux pour passer un agréable moment entre amis. Nous quittons Monsieur Olivier et sa délicieuse terrine de sanglier pour retrouver Frédéric qui nous attend au marché Saint-Louis. Il va nous présenter un apiculteur de la région. C'est avec son miel qu'il confectionne sa confiserie et son chocolat. Donc dans la région, après on a à 5 km de Fontainebleau, Bourron-Marlotte. Et à Bourron-Marlotte, il y a un spécialiste du miel, c'est la maison Hamet. Alors c'est pas du miel, on peut dire des miels, parce qu'il y a vraiment tout un assortiment de miel que je me sers beaucoup justement pour mes chocolats, parce qu'il y a des choses complètement différentes, avec des parfums complètement différents. Miel de fleurs, miel d'acacia, miel de forêt surtout. Je me sers beaucoup du miel de la forêt de Fontainebleau. Et puis spécialiste aussi du pain d'épices. Outre son pain d'épices, il y a quelque chose qu'elle cache derrière son comptoir, c'est ses bonbons, donc il faut les réclamer. Le petit bonbon à la dégustation. Après. Le petit bonbon à la dégustation, ça c'est top. En plus c'est bon pour la gorge, donc que du naturel, du miel et du sucre. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc dans le petit village de Bourron-Marlotte, situé à la lisière de la forêt de Fontainebleau, que nous retrouvons la famille Hamet, apiculteurs depuis 4 générations. Ils proposent une grande variété de miel qu'ils obtiennent auprès de leurs 1000 ruches et aussi grâce à la transhumance de celles-ci, qui sont en effet déplacées en fonction de la floraison. Ils confectionnent aussi leur pain d'épices et ils vont nous dévoiler leurs petits secrets de fabrication. Donc le sucre cuit atteint 140 degrés. Je vais verser la quantité de miel. Voilà. Je vais rajouter maintenant les épices dans la préparation. Donc c'est un mélange de cannelle, de muscade et d'anis. Donc je mélange les 3 épices en poudre pour aromatiser le pain d'épices, si je puis dire. Voilà. Dans la préparation du pain d'épices, il y a de la farine de blé, la farine de seigle et du bicarbonate de sodium, c'est une poudre levante. Donc là, je tamise la farine de blé pour éviter d'avoir des grumeaux. Je vais ajouter les liquides, donc le miel, l'eau et l'huile. Voici la dernière étape de la fabrication du pain d'épices. Donc je mets cette pâte, une certaine quantité par plaque. Voilà. Et ensuite, je vais me mettre au four. Si vous avez envie de déguster ce pain d'épices ou le délicieux miel, vous pouvez les trouver tout simplement chez la famille Hamet à Bourron-Marlotte ou sur les marchés de Fontainebleau et de Melun. Retour au marché pour notre dernier rendez-vous avec Frédéric. Manger est quelque chose d'important dans la région parce que les gens viennent quand même de Paris faire leurs courses parce que c'est quand même l'endroit où on trouve des produits de qualité, comme on a pu le constater avec des maraîchers vraiment de toute la région. Donc on est quand même un des départements au sud Seine-et-Marne, Fontainebleau et ses environs avec le Loiret, où on produit beaucoup de choses, beaucoup de salades, beaucoup de légumes. Donc c'est pour ça que les gens viennent aussi chercher ça dans la région. Ville d'histoire, empreinte de notre passé, Fontainebleau séduit par ses trésors historiques, sa forêt splendide, sa ville paisible qui en font un endroit agréable tout près de Paris. Et un art culinaire raffiné et créatif qui ravit gourmands et gourmets. Conquis, on y reviendra certainement.